Bienvenue à l'Inclusiveship Show, l'émission si vous cherchez des conseils pratiques pour donner vie à l'inclusion en entreprise. Je suis Thaïs Compoint et aujourd'hui, je suis ravie d'être là avec Béatrice Breténier. Béatrice est DRH, c'est Thales Alenia Space, basée à Cannes, et elle est aussi la référence diversité pour la France. Béatrice, elle travaille dans les RH depuis plus de 30 ans. Est intimement convaincue que plus les entreprises sont composées de gens différents, plus ces entreprises sont performantes et innovantes. Béatrice, elle mène depuis plus de 15 ans des actions très concrètes dans ce sens sur les territoires des Alpes-Maritimes. Béatrice, bienvenue chez nous. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je suis une grande fan de toi et de tes posts sur LinkedIn. C'est un grand privilège pour moi de pouvoir t'avoir sur l'Inclusiveship Show. Alors, pour commencer, en fait, j'aimerais bien te poser une question très basique. Pour toi, c'est quoi la diversité et l'inclusion? Comment tu les définis, ces deux termes? Alors, la diversité, c'est l'ensemble des différences. L'ensemble des différences, pour moi, qui existent. Donc la mixité, bien sûr, l'intergénérationnel, le handicap, les religions, l'international, évidemment, les cultures, évidemment aussi l'orientation sexuelle. Et voilà. Je dirais, enfin, il y a plein de diversité. En fait, tout ce qui fait nos particularités, qu'elles soient à titre individuel ou bien plus en termes de population, peut-être quelquefois. Donc voilà, ça c'est la diversité. Et l'inclusion, c'est comment on arrive à ce que, pour moi dans l'entreprise, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui m'habite depuis longtemps, très longtemps. En tout cas, comment on fait dans l'entreprise pour que toutes ces personnes arrivent à la fois à vivre ensemble, à travailler ensemble, et à ne pas, à ce que le groupe globalement ne les absorbe pas, mais que on puisse profiter dans l'entreprise des spécificités des uns et des autres. Voilà. Super. Et alors, toi, tu es déjà intimement convaincu de la valeur de la diversité et de l'inclusion. Et c'est quoi ton argument de choc, en fait, pour convaincre d'autres personnes de cette valeur? Alors, je ne sais pas répondre de manière générale, parce que je pense que ça dépend vraiment des personnes que j'ai en face de moi. Et si tu dis convaincre, finalement, ça veut dire que donc je serai face à des personnes qui ont besoin d'être convaincues. Et ces personnes-là, moi, j'ai pas d'argument de choc parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment adapter ce que je vais dire à ce qu'est la personne. Et donc, si elle a besoin d'être convaincue, pourquoi elle a besoin d'être convaincue et finalement, du coup, comment est-ce que je peux m'ajuster pour que ce soit le plus efficace possible. Mais juste pour répondre, je crois qu'en tout cas, peut-être, alors c'est un petit peu prétentieux. Je crois que mon argument de choc, c'est ma manière d'être aux autres. J'essaye de le définir comme ça, c'est pas très, ça me satisfait pas beaucoup, mais finalement, tout à l'heure, tu as dit intimement, c'est très intime pour moi parce que c'est inscrit depuis longtemps. Moi, j'ai la chance d'être née dans une famille, donc j'ai 52 ans, donc d'être née dans une famille avec des parents profondément égalitaires, les 68 arts, et qui étaient très égalitaires, vraiment, qui nous ont élevés, nous sommes 3 filles, qui nous ont élevés vraiment dans cet environnement-là. Et puis j'ai eu la chance aussi, dans ma famille, d'avoir, et donc dans mon entourage direct, tu vois, d'avoir des gens en situation de handicap, d'avoir des sœurs qui ont eu des enfants avec des hommes qui venaient d'autres pays, d'autres origines, d'avoir aussi dans ma famille des personnes qui ont pris d'autres orientations sexuelles que la mienne est hétérosexuelle. Il y a
qui en ont pris d'autres, et d'avoir finalement avec tout ça, d'avoir à la fois grandi et puis d'avoir avec mon mari et élevé nos enfants aussi là-dedans. Et c'est pour ça que le mot que tu utilises en effet, c'est très intime pour moi, cette notion de diversité et d'inclusion. Et du coup, je pense que c'est probablement, pour répondre à ta question, c'est ça mon argument finalement, d'une certaine manière. C'est ma conviction. Je pense que c'est l'argument que je pourrais trouver, tu vois, commun à toutes les personnes que je devrais convaincre de ça. Voilà. Oui. En tout cas, c'est très profond quand tu dis qu'il faut s'adapter, pour être percutant, n'est-ce pas? Il n'y a pas une réponse unique. Par contre, ton être, il peut être unique, n'est-ce pas? Et tu peux adapter ton J'essaie. argumentaire. En tout cas, j'ai vu que c'est évidemment ça le plus efficace. Oui. Et quand tu nous as dit que tu as mis en place beaucoup d'actions concrètes. Oui. Est-ce qu'il y a une action qui a été plus efficace qu'une autre? Quelle est l'action la plus efficace que tu as déjà pu mettre en œuvre? Même si on sait bien que c'est systémique, hein, on n'arrive pas à changer une organisation avec d'un seul coup, mais... Ouais. Alors en fait, c'est un peu compliqué de répondre. En fait, j'en ai deux en tête. Parce que j'ai le droit d'en avoir deux. Ah oui. Tout à fait. En fait, il y a eu une action. Dans ma précédente entreprise, j'étais dans l'entreprise finlandaise Kone, qui fait des ascenseurs. C'est une entreprise qui est quasiment exclusivement masculine. Et qui est, tu vois, ce sont des techniciens, ils travaillent sur les ascenseurs. Et il y a une image, il y avait, j'en suis partie maintenant depuis 7 ans, mais il y avait une image qui était très stéréotypée sur les femmes. Ce n'est pas compatible avec le fait d'être technicien ascenseur. Et le handicap, ce n'est pas compatible non plus. Et en fait, sur ces deux points-là, j'ai connu donc, moi j'ai vraiment essayé de travailler là-dessus, et notamment par rapport aux filles, où c'est-à-dire moi chez Koné, et puis en prenant des partenaires de mon réseau à moi, et notamment avec des organismes de formation, avec des syndicats patronaux et salariés, et on a monté une formation pour des filles ascensoristes, des femmes ascensoristes. Et on a vraiment créé cette formation de A à Z. On a pris des femmes qui étaient très éloignées de l'emploi, qui avaient des vrais problèmes de reconversion. Il y avait, par exemple, tu vois, dans cette population, il y avait une barman, il y avait une jeune femme plus jeune qui avait une licence de psychologie, qui trouvait pas de boulot. Voilà. Donc il y avait des profils extrêmement différents qui n'avaient jamais fait de technique. Et en fait, on a créé avec un lycée professionnel une formation spéciale d'ascensoriste et qu'on leur a dédiée. Donc, on a réussi à trouver des financements avec le MEDEF. On a des syndicats salariés qui nous ont aidés aussi. Et on a monté cette formation. Et moi, j'avais associé aussi des concurrents de Koné pour qu'on puisse prendre ces femmes en contrat en alternance, les inclure et les embaucher ensuite en CDI. Et ça a été fait. Donc cette action, elle a duré, donc le temps de monter l'action, ça a duré presque 1 an. Il fallait aussi convaincre le directeur général France. Pourquoi on prend des femmes? C'est compliqué, c'est long. Comment vous allez avancer là-dessus? Donc, tu vois, par exemple, quand on parlait aussi de convaincre, lui, j'ai pris l'angle business. J'ai dit voilà, en fait, aujourd'hui on a un métier en tension, on n'arrive pas à recruter. Et on n'arrive pas à recruter de techniciens ascensoristes. Et en fait, on s'adresse qu'à 50% de la population, en fait. Peut-être qu'on pourrait essayer de trouver autrement. Et en fait, j'ai eu aussi de la chance parce que il y avait un de nos clients qui était en fait dirigé par une femme. Et j'avais rencontré, en fait. Et elle m'a aidée. Et ça aussi, c'est un autre point qui revient souvent dans mes expériences. Elle était une vraie alliée pour convaincre
le PDG que c'était intéressant et qu'elle, ça l'intéressait en tant que cliente. Bon, donc ça c'était une action et aujourd'hui, je sais, ces femmes-là sont toujours en poste chez Coné, ils sont toujours techniciennes ascenseurs. Ça c'est une action hyper concrète et qui a demandé de l'énergie, mais aussi c'était génial. Mettre en place, c'était vraiment génial. L'autre que j'ai en tête et où moi j'ai trouvé que ça a lancé quelque chose. Quand je suis arrivée donc chez Thales Alenia Space, donc j'ai pris très rapidement le rôle de référente. Au début, juste égalité homme-femme. Hein, c'était très centré. C'est un des points sur lesquels moi je me sentais peut-être plus légitime ou plus à l'aise. Et il y a tous les trimestres, on organise des points rencontres avec tous les managers. Donc pour Cannes, où on est 2200 personnes, il y a environ 100-120 managers qui sont là et qui sont donc invités. On fait un point avec différents sujets. Et donc j'ai décidé de leur parler de ce qu'on allait mettre en place. C'était il y a 6 ans, en termes de de ce qui avait été déjà mis en place et de ce qu'on voulait mettre en place en termes d'égalité femmes, en termes de recrutement de femmes. Hein, pas beaucoup de femmes chez les ingénieurs notamment, donc pas beaucoup de femmes dans la population de Thales et de Thales Alenia Space. Et là, en fait, j'ai proposé donc dans les entreprises, hein, il y a des commissions égalité professionnelle avec les syndicats. Et donc moi, j'animais la commission centrale, donc Thales Alenia Space France, et j'ai proposé au président, donc un élu, un représentant du personnel, de monter avec moi sur scène, et on a préparé une espèce de petit show. Donc on a fait une présentation extrêmement sérieuse au début, lui parlant des avancées qui avaient été faites avec les syndicats, de la négociation, moi rappelant le cadre légal. Et puis ensuite, on a commencé à parler un peu des stéréotypes. Et on projette un slide où il y avait un mot qui parle de sexe. On avait marqué sexisme, des propos machistes. Enfin, je me souviens plus très bien de la phrase. Et donc lui, à ce moment-là, cet élu, le représentant du personnel, face au manager. Déjà, ça avait été une grande surprise pour les managers que je monte sur scène avec lui. Mais c'était, tu vois, ça se passait très bien, très politiquement correct, c'était très très fluide. Et puis il s'arrête net et il dit mais comment ça se fait? Vous avez mis sur ce slide, vous avez laissé finalement ce slide dans la présentation. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces mots, machiste, sexiste, c'est n'importe quoi. Et donc moi, je commence à monter. Donc on avait répété, hein, vraiment. Donc je commence à monter et je lui dis mais c'est incroyable que vous soyez pas d'accord. De toute façon, si moi je veux le mettre, je le mets. Je vous rappelle que je suis la DRH. Donc là, dans la salle, il y avait un silence terrible et il se retourne vers la salle et puis il dit mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a un problème avec son mari ou quoi? Et là, si tu veux, vraiment, il y avait les regards étaient perdus. En fait, les managers qui étaient là, alors ils ne souriaient absolument pas, ils étaient très tendus parce que je pense, il était en train de se passer quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui allait se passer? Et là, du coup, on a fait ensemble, bon, stop. Et comment ça pourrait se passer autrement? Et donc, on a expliqué ce à quoi on avait réfléchi, et on a dit voilà, nous, on va avoir besoin de nous, managers, pour avancer. Et ça, si tu veux, je sais pas dire si ça a été efficace. En tout cas, 7 ans après, 6 ans et demi après, les managers se souviennent de ce moment-là. Et ça, c'était très intéressant pour moi parce que tu vois, ça a mélangé pour le coup en termes de diversité, le côté direction, le côté syndicat. Ça mélangeait aussi le côté sérieux et le côté de l'humour, décalage, de la réflexion. Ça nous avait semblé un bon point d'entrée en matière. Et après, je pense que ça a déclenché beaucoup de choses. Je sais pas si c'est quelque chose qui te semble, qui répond à ta question d'expérience concrète, parce qu'évidemment, il y a plein d'exemples, mais ces 2 points-là, si tu veux, m'ont semblé, en tout cas, sur le moment, être très déclenchants de choses qui ont pu ensuite me permettre d'avancer sur d'autres types d'actions. Voilà.
Non, j'adore les deux exemples que tu as partagés, Béatrice, parce que tu sais, dans les premiers, il y a un point qui pour moi est très malin, c'est de trouver une alliée chez les clients. Oui. Voilà, là, comment débloquer les choses grâce à ça. Et les points qui m'attirent l'attention sur le deuxième exemple que tu nous as partagé, c'est le fait que il faut une expérience, en fait. Ce que tu as en fait, ce que tu as mis en scène, c'était une expérience pour c'était pas, c'est aller au-delà du simple écouter pour comprendre des concepts. Non, ils ont vécu dans leur peau quelque part Oui. et à partir de là, tu peux attirer l'intérêt déjà, n'est-ce pas? Et travailler, tu crées un terrain très favorable. Non, c'est très parlant. Voilà. Alors, ma prochaine question pour toi, c'est une question qui parle des objections, parce que quand on travaille dans ces domaines, on rencontre beaucoup d'objections. Ouais. Et ma question pour toi, c'est quelle est l'objection que tu rencontres le plus souvent et comment tu réponds à cette objection? Je pense qu'il y a des objections. Alors, moi j'entends des objections de l'ordre du alors, quand on parle par exemple de la mixité, j'entends des objections qui sont basées sur les femmes sont plutôt comme ça, les hommes sont plutôt comme ça, et donc ce que tu es en train de nous dire, d'essayer de mettre en place, ça va pas fonctionner parce que ça va contre la nature profonde des femmes et des hommes. Et ça c'est une objection que j'entends. J'entends aussi finalement un peu ce même type sur le handicap. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, alors probablement parce que c'est par rapport à moi, il y a des objections qui s'expriment beaucoup plus brutalement par rapport à d'autres gens. Le poste que j'ai et du coup la position fait que les gens font, quand ils expriment une objection dans l'entreprise, le font en prenant une forme. Je sais bien que ça s'exprime de manière parfois très violente dans d'autres lieux ou entre d'autres interlocuteurs. Mais par exemple, tu vois, sur le handicap, c'est il va falloir adapter le lieu. Je peux pas prendre. Tu vois bien comment on travaille là dans les bureaux. À cet endroit-là, il n'y a pas d'ascenseur, ou bien bon, il y a des locaux qui sont très récents et d'autres qui sont beaucoup plus anciens sur l'ensemble de l'établissement. Et je vous dis, mais pourquoi? Parce que c'est forcément quelqu'un qui va être à mobilité réduite. Non, peut-être pas. Et en fait, si tu veux, ce sont des, en fait, je pense vraiment que des objections que je peux entendre, elles sont vraiment basées sur les stéréotypes qu'on a, forcément, les uns et les autres. Et du coup, c'est pour ça que j'essaie d'y répondre du coup en essayant un peu d'avancer pour éviter le préjugé, quoi. Après, donc du coup, ok, il y a ce stéréotype, mais finalement, peut-être on peut détricoter et le regarder autrement. Donc, et en fait, je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Oui, et puis et tu sais, quand tu as parlé du stéréotype sur le handicap, qui est un peu classique, cette association handicap, fauteuil roulant, mobilité réduite. Et au fond, tu as posé une question, en fait. Je trouve que cette façon d'interpeller les gens, elle peut être très efficace aussi de poser des questions pour faire réfléchir, plutôt que de dire, de parler de façon un peu péremptoire, comme ça, mais enfin, il y a d'autres types de handicaps, il n'y a pas, c'est une technique qui me convient beaucoup. C'est celle-là de poser des questions, de renvoyer aux gens un petit peu cette réflexion. Et puis, se rendre compte. Je l'ai vu, par exemple, aussi quand on a, depuis qu'on travaille, donc aussi sur la mixité, hein, et où j'ai cherché, en fait, bon, par exemple, après la première réunion, il y a des managers qui sont venus me voir et qui se positionnaient comme étant des alliés. Je mets des guillemets parce que certains étaient des alliés stratégiques, je dirais. Je viens voir la DRH et je suis très bien. Et puis pour d'autres, tu sentais que c'était vraiment quelque chose de profond.
Et après, en fait, j'ai cherché s'il y avait des filles. Et du coup, tu vois, tu rencontres, tu discutes, tu commences à connaître, voilà, bien sûr les gens, et puis tu discutes. Et donc j'ai cherché des managers qui avaient une image, c'est-à-dire qui étaient suffisamment à des postes suffisamment hauts pour être repérés et que leur parole était un poids dans l'entreprise. Ils étaient reconnus techniquement, ils étaient reconnus en tant que manager. Et alors j'ai cherché ce qu'il y avait des filles. Et en fait, tu parlais de voilà du questionnement, ça c'est un de mes modes de fonctionnement, vraiment beaucoup. Et bon, je comprends ce que tu me dis. Donc là, ben, tu penses que cette femme-là, tu peux pas la mettre à un poste de management dans ton service. Ok, bon. Euh, et donc, tu m'expliques et je comprends pas très très bien pourquoi, mais je comprends. C'est toi qui décides finalement, c'est toi le patron, donc c'est toi qui va décider qui tu vas prendre comme manager. Et je me dis, tu vois, moi j'ai des fils, j'ai pas de filles. Ben, je suis pas mécontente parce que je me dis que peut-être si j'avais eu des filles, si j'avais eu une fille, peut-être que ben, là, elle sera en train de chercher du travail et que peut-être le manager qui devrait la recruter se dirait que voilà, qu'elle peut pas prendre ce poste-là, ben, parce qu'en tant que fille, ça va être compliqué. Et je le disais uniquement à des patrons qui avaient des filles, hein, des directeurs qui avaient des filles. Et pas chez tous, mais chez un certain nombre, il y a eu du coup, et ça se voyait très très précisément, comme un arrêt sur image. Tu vois, les yeux qui partent un peu. Et donc, qui me disait, ah, mais oui, tu vois, moi, j'ai une fille qui fait une école d'ingénieur. C'est vrai, tu as raison, c'est un peu ridicule parce que ma fille, par exemple, elle serait pas du tout gênée là-dedans. Et je disais, ah bon, ben, c'est super, du coup. Peut-être que ça peut, tu vois, peut-être, du coup, si ta fille, elle est pas gênée, peut-être que d'autres femmes peuvent ne pas être gênées. Et du coup, ça permettait pour les personnes de personnaliser, évidemment, tu vois, et de se projeter, du coup, ça facilite aussi les choses, quoi. Quand tu imagines que c'est quelqu'un qui t'est cher, qui peut être face à une discrimination ou à quelque chose, en tout cas qu'on l'arrête juste parce que c'est une femme, ou parce que c'est quelqu'un qui a un handicap, ou parce que c'est quelqu'un qui est homosexuel, ou etc., 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 ça va pour tout finalement. Dès que tu fais appel à quelque chose, enfin moi pour moi, c'est ma manière de travailler, dès que tu sens que tu peux faire appel à quelque chose de l'ordre de l'affect, souvent, très souvent, tu arrives à partir ensuite sur un mode beaucoup plus rationnel et pragmatique. En tout cas, moi, c'est le mode que j'ai trouvé de fonctionnement. Et peut-être, je vais faire un stéréotype. Les ingénieurs sont souvent très rationnels et ont un peu plus de mal à exprimer des émotions. Et du coup, quand tu touches une émotion, pour beaucoup, moi j'ai remarqué que ça permet de déclencher quelque chose comme toi ou moi par nos formations, on a plus l'habitude d'exprimer des émotions, c'est probablement un peu plus simple parce que nos formations et nos métiers ont fait ça. Pour des ingénieurs, on est d'abord, ce qui est rassurant, c'est d'abord du rationnel et du factuel. Et du coup, si tu relis, moi quand j'ai relié les sentiments finalement et l'émotionnel à quelque chose de rationnel, bah, c'était presque magique parce que je voyais que ça déclenchait presque à chaque fois un fonctionnement différent. Et sur les actions concrètes pour rebondir du coup, c'est ce qui aussi nous a donné l'idée de mettre en place des sessions de sensibilisation très particulières destinées aux managers. Donc avec un organisme extérieur, une demi-journée pour pas les prendre trop de temps, et où du coup, hommes et femmes étaient là, mais il fallait qu'ils soient managers, donc il y avait plus d'hommes que de femmes managers. Et donc on a fait des sessions. Au total, on a passé en 3 ans, puisque ça fait 3 ans qu'on a fait ces sessions-là. Sur les 3 années, on a passé 150 managers et 150 qui sont passés à ces sessions et finalement qui sont ressortis. J'ai bien vu, et grâce à l'organisme qui a travaillé avec nous, avec ça, avec mince, peut-être que, alors certains non, hein, certains peuvent faire plein de sensibilisation, jamais. C'est trop profond, c'est trop compliqué pour eux. Il y en a plein sur lesquels je trouve que ça a eu ça leur a permis vraiment de mettre en place un autre type de fonctionnement. Voilà. Ça, c'était, voilà, une action concrète assez, finalement, un peu plus récente que celle dont je t'ai parlé.
mais qui a été vraiment pour moi quelque chose d'un peu évident à faire parce que j'avais remarqué que ça pouvait, en touchant d'autres choses que du rationnel, voilà, on pouvait avancer différemment. Béatrice, le temps passe tellement vite. On arrive, voilà, on a pu aller, je pense on est allé très en profondeur avec peu de questions et je pourrais t'écouter encore et encore, mais il faut qu'on arrive. Je parle trop. Non, pas du tout, mais c'est passionnant, en fait, de voir parce que tu donnes tellement bien vie, en fait, et puis de voir les vécus de ces personnes-là, donc on doit finaliser. Oui. Alors pour finir, je voulais te poser une question. Non, peut-être est-ce que tu pourrais nous donner un conseil en fait à quelqu'un qui essaye soit de mettre de démarrer une stratégie de diversité et d'inclusion, qui essaye un peu de ressusciter et rafraîchir une politique qui vivote un peu. Quel conseil tu pourrais donner à cette personne-là? J'aime pas tellement donner des conseils. Alors, je dirais qu'en tout cas, il faut commencer par comprendre pourquoi ça se passe. Pourquoi il y a un blocage ou un frein, des choses qui se sont lancées avant qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas continué. Qu'est-ce qui fait peur? Parce que moi, je pense vraiment que les blocages, ils sont sur quand on a peur. Tu vois, moi, mes parents, ils m'ont toujours inculqué ça, cette notion-là. Je m'en suis rendu compte adulte, hein, et la notion de faire confiance aux gens. Voilà. Et du coup, je pense vraiment qu'il faut essayer concrètement d'essayer de comprendre ce qui fait dans la culture de l'entreprise, dans le type de population, dans le marché aussi qui peut entourer. Qu'est-ce qui fait peur finalement? De regarder aussi, alors est-ce que c'est sous l'angle, quel va être l'angle qu'on veut choisir? Est-ce qu'on veut se concentrer sur un angle? Moi, il me semble que rentrer, encore une fois, je pense que c'est compliqué parce que ça dépend de la situation de l'entreprise. Moi, la manière que j'ai eu de rentrer, c'était par le côté mixité. Parce qu'il y avait déjà des choses qui étaient, par exemple, sur le handicap, d'une certaine manière, c'est plus simple parce que c'est admis socialement et qu'il faut, voilà, qu'il y a des lois aussi qui le portent. Mais voilà, rentrer peut-être par un angle et puis donc ça, analyser la situation, prendre un angle et puis l'étendre au fur et à mesure. Trouver des alliés. On ne peut rien faire seul, hein, vraiment. Donc trouver des alliés et les trouver dans plein d'endroits. À la direction générale, si la direction générale elle porte pas, ça se passera pas. Quand on est en entreprise où il y a des syndicats, avec les syndicats, avec le management de proximité, et ensuite de manière, alors moi je dirais avec l'humour, parce que je crois que ça c'est extrêmement important pour alléger les choses. Je pense que tu disais, hein, être un peu péremptoire, faire des injonctions, ça ne fonctionne pas, ça déclenche que un blocage. Donc voilà, le faire sur un mode humoristique. Enfin, je crois que tout le monde peut trouver son mode, mais en tout cas vraiment se dire qu'on a besoin des autres pour pouvoir avancer là-dessus. Donc trouver des alliés. Ça c'est vraiment quelque chose moi qui m'a vraiment aidé et que ce soit parmi les clients quand on peut y avoir accès, mais aussi parmi les managers, les syndicats, les collègues. Voilà. Super. Bon, ça sera les mots de la fin, Béatrice. Oui. Trouver des alliés partout. Oui. Oui. Dedans et en dehors de l'entreprise. Il y en a plein. Super. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là avec moi. Et merci à vous tous qui nous ont écoutés aujourd'hui. Alors, j'adorerais savoir qu'est-ce qui vous a inspiré le plus dans cette émission. Si vous pouvez laisser vos commentaires. Si vous avez aimé cette émission, likez-la, partagez-la, inscrivez-vous à mon canal YouTube. Et si vous voulez connaître davantage mon travail sur la diversité et l'inclusion, mon travail d'accompagnement aux entreprises, allez sur déclicinternational.com et inscrivez-vous à ma newsletter également. J'espère vous retrouver lors de la prochaine émission
D'ici là, embrassez les différences et faites la différence. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.